Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, bienvenue au deuxième webinaire d'une série de trois sur notre étude de jeunesse chez Léger, donc sur la génération Z et les milléniaux en 2023. Donc, aujourd'hui, on va parler de la perception des jeunes vis-à-vis l'avenir, comment ils conçoivent l'avenir, c'est quoi leur relation à l'avenir. On voit déjà des changements assez radicaux dans les dernières années. Là. Donc, c'est la cinquième édition de l'étude jeunesse cette année pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière. Et comme je le disais, il y a des changements cette année. On voit que la relation à l'avenir a changé. Mais avant toute chose, je vais me présenter. Moi, personnellement, je m'appelle Philippe Léger. Je suis chargé de projet chez Léger, en charge de l'étude jeunesse depuis quelques années. Aujourd'hui, je suis avec. Catherine Martin, bonjour, je suis analyste de recherche senior chez Léger. Donc oui, donc aujourd'hui, ce qu'on vous présente essentiellement, c'est 5 constats vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis l'avenir. Donc, c'est leur état d'esprit pour l'année 2023. Donc, on va vous parler d'une panoplie de choses. Donc, on va parler de tout l'effet de la pandémie, comment les jeunes perçoivent la prochaine année, mais aussi perçoivent les prochaines années aussi. Donc, voici les 5 constats, l'effet pandémie, la crise à l'avenir, une crise qui est aussi personnelle, la méfiance envers les institutions. Donc, les 4 premiers points sont, disons, soit neutres, soit plutôt négatifs. Mais le cinquième point est vraiment positif parce que ça nous donne un peu les clés pour comprendre la jeunesse, pour comprendre comment le changement s'inspire pour les deux jeunes générations. Donc, comme je le disais, hein, c'est la cinquième édition cette année d'études jeunesse et il y a véritablement un changement dans la façon dont les jeunes conçoivent l'avenir. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc, concernant l'approche méthodologique, on a fait une enquête auprès de 3007 répondants et répondantes à travers le Canada. Donc, c'est vraiment un échantillon considérable là, qui nous donne des données super intéressantes, rigoureuses et solides sur l'état de la jeunesse là, au Canada. Donc, notre échantillon est composé de 2001 milléniaux, puis de 1006 membres de la génération Z. Pour vous situer, la génération Z a entre 15 et 26 ans, tandis que les milléniaux ont entre 27 et 39 ans. Donc, souvent, on dit que c'est 1996, année de naissance, qui vient vraiment venir séparer les deux générations. Exactement. Donc, le premier point, je vous le disais, l'effet pandémie. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que, disons qu'il y a des changements qu'on a pu observer dans la dernière année chez les deux jeunes générations. Mais c'est sûr que le facteur numéro un, c'est l'effet pandémie. C'est la pandémie, la COVID-19. Chaque génération est souvent marquée par un événement marquant. Puis, je veux dire, c'est un peu inévitable, incontournable que l'événement qui a marqué les deux jeunes générations, c'est bien sûr la pandémie qui, quand je dis marque, c'est parce que ça change les comportements, ça change les façons de faire, la façon de concevoir le travail, les finances personnelles, la consommation, mais aussi l'avenir. Donc, ouais. Euh, Ce qu'on observe essentiellement, là, je vous disais depuis 5 ans, donc depuis 2018, les jeunes générations ont changé. Ce qu'on observe, c'est que des changements, des comportements qu'il y avait dans les dernières années ont été très, très accentués dans la dernière année. Par exemple, on observait qu'il y avait un scepticisme vis-à-vis envers l'avenir dans les dernières années, que ce soit en 2019, en 2020 ou même avant la pandémie et pendant la pandémie. Ce qu'on observe, c'est que ce comportement-là est beaucoup, beaucoup plus fort. On va le voir dans les prochaines diapositives. Il y a véritablement un scepticisme vis-à-vis l'avenir, ce que les jeunes attendent, leur relation à l'avenir. Deuxièmement, ils sont plus inquiets pour eux-mêmes, pour leur collectivité. Parce que parfois, on peut voir qu'ils peuvent avoir une inquiétude vis-à-vis leur collectivité par rapport à l'avenir collectif où ma société s'en va. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette inquiétude-là se transpose aussi dans leur vie personnelle. Ça, c'est quelque chose de relativement nouveau qu'on observait l'année passée, mais qu'on observe aussi encore plus fort cette année. Bon, c'est sûr qu'il y a d'autres corollaires à ça. Par exemple, on observe qu'ils vivent beaucoup plus dans le moment présent, que ce soit leurs finances personnelles, que ce soit dans leur activité de tous les jours. Il y a ce désir-là de vivre le moment présent parce que malheureusement, ils ne savent pas trop de ce que demain leur réserve avec les différentes crises qui se projettent devant eux. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a parlé beaucoup de finances personnelles. Ce qu'on observe, et quand je vous disais qu'il y a une prudence, qu'il y a disons, un scepticisme vis-à-vis de l'avenir, tout ça se mélange et ça crée des générations qui se dépensent moins, par exemple. Ils ont peur qu'il y ait une certaine prudence économique qui s'incarne, puis ça a des impacts dans leur vie, dans leur façon dont ils conçoivent l'avenir.
Donc, le deuxième constat est celui de la crise de l'avenir. Donc, après une année 2022 qui a encore été teintée par la pandémie, comme Philippe le mentionnait, puis par l'invasion de l'Ukraine, l'instabilité économique et les bouleversements climatiques aussi qui s'accentuent d'année en année, les membres des jeunes générations n'ont pas l'impression que l'année 2023 sera forcément plus lumineuse. Donc, on assiste vraiment à une crise de l'avenir. D'abord au niveau individuel. Donc, il y a vraiment une fébrilité à l'idée de se projeter dans l'avenir qui s'incarne au sein des jeunes générations. Le trois quarts des répondants se perçoivent comme une génération sacrifiée. Rien de moins, et les mots sont forts. Il y a aussi un sentiment d'impuissance qui est omniprésent à travers la génération Z et les milléniaux. Donc, 57% se sentent impuissants face aux problèmes de la société. Mm. Puis il y a aussi un 42% qui disent qu'ils estiment faire partie de la dernière génération à pouvoir vivre convenablement. Donc, on voit que quand les générations avançaient, normalement, il y avait tout le temps plus d'espoir, par exemple, au niveau euh, des possibilités de carrière que la génération de nos parents, par exemple, ou de la qualité de vie. On aspirait à un meilleur confort qu'est-ce que nos parents ont vécu. Mais là, c'est la première génération qui a un peu un inversement dans ce paradigme-là, où tout d'un coup, on s'inquiète, on se dit, ah, est-ce que nos enfants à nous, on va pouvoir leur offrir la même qualité de vie qu'on a présentement? On ne sait pas, les jeunes se posent des questions. Même au niveau des finances personnelles, justement, là, comme Philippe le mentionnait, on l'a vu aussi la semaine dernière. Donc, il y a vraiment une fébrilité. Il y a 29% des jeunes qui disent qu'ils ne sont pas enclins à mettre de l'argent de côté parce qu'ils sont incapables de se projeter dans le futur. Donc, c'est quand même des mots qui sont assez forts. Parce que parce que 58% aussi croient que leur finance personnelle ne va pas s'améliorer en 2023. Mais ça, c'est moins étonnant dans la mesure où c'est ancré dans la conjoncture économique actuelle. C'est vraiment au niveau de la population en général là, que la fébrilité face à la montée inflationniste. Mais on voit quand même là, que l'attitude par rapport à l'avenir est inquiétante chez les jeunes générations. Ouais. Puis, s'il y a une crise de l'avenir qui est individuelle, il y a aussi collective. Les deux sont probablement interreliés, puis les deux s'alimentent un peu. Quand on regarde les différents résultats, par exemple, si on a posé la question, est-ce que vous pensez que la prochaine année, aussi les prochaines années subséquentes vont s'améliorer quand la situation économique, politique, environnementale, ben, ils sont assez pessimistes. Il faut en convenir. Par exemple, 74% qui ne croient pas que la situation économique va s'améliorer, 73 politique, 78 environnementale. Donc, essentiellement, ils ont l'impression qu'on est pris dans une genre de spirale un peu négative qui fait en sorte que les prochaines années ne seront pas véritablement faciles pour eux. Puis les chiffres que Catherine mentionnait sont assez renversants. Là, quand individuellement, on est incapable de penser qu'on va faire mieux que ses parents, bien, c'est sûr que c'est relié à la façon dont on conçoit la collectivité, dont on conçoit l'avenir d'une collectivité. Et il y a tout plein de phénomènes récents qu'on parle, qu'on fait des blagues alentour de ça, que ce soit le quiet quitting, la grande émission, tout ce qui sont entrés dans notre vocabulaire courant et qu'on analyse souvent de façon individuelle. Ah, voici un phénomène qui est passager, que de la prochaine année, on n'entendra plus parler. Mais pour moi, ce sont tous l'incarnation d'une collectivité ou de la façon dont les jeunes conçoivent la collectivité. Donc, ça va mal. Pourquoi moi, j'en ferais plus pour une collectivité qui va mal? Pourquoi je resterais dans un emploi qui me fait travailler fort, mais je n'ai pas l'impression de changer quelque chose? Donc, tous ces phénomènes-là, que ce soit la quiet quitting, que ce soit la grande émission, la perception ou le désir de jeunes de ne pas avoir d'enfants, c'est quand même 22% qui disent ne pas vouloir d'enfants. De ce 22%-là, par exemple, c'est 50% de ce 22%-là qui disent qu'ils ne veulent pas d'enfants parce que en raison des changements climatiques. C'est quand même assez élevé, l'éco-anxiété. C'est bien sûr, l'un est lié à l'autre, et la méfiance envers les institutions qu'on va voir plus tard. Mais tous ces phénomènes-là, comme je disais, qu'on analyse souvent un peu, ah, voici un phénomène, mais quand on les met tous ensemble, ce que ça nous indique et ce que ça incarne, bien, c'est qu'ils n'ont pas l'impression que la collectivité, l'avenir de leur collectivité est très, très rose. Donc, Philippe a mentionné l'éco-anxiété. C'est sûr que c'est un phénomène qui est vraiment omniprésent. 54% se disent stressés par les conséquences des changements climatiques. Donc, c'est plus de la moitié des jeunes là, qui vivent ce stress-là au quotidien. Il y a aussi 67% des jeunes de la génération Z, des milléniaux, qui croient que de bouleversements importants arriveront bientôt. Donc, par beaucoup de bouleversements importants, on entendait que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit des grandes guerres. Donc, on se demande, est-ce que les jeunes sont cyniques ou est-ce que simplement ils vont
preuve de réalisme face à l'avenir, puis qu'on se dirige collectivement par rapport au changement climatique. On se le demande, mais c'est sûr que toutes ces données-là témoignent vraiment d'une déception face à une action qui est jugée insuffisante de la part des gouvernements pour affronter l'ampleur des défis là, de notre époque. Donc, de ça découle aussi une frustration intergénérationnelle. Donc, c'est 58% des jeunes qui pensent que les gouvernements trahissent les jeunes générations. Donc, le mot est fort, là, on parle vraiment de trahison. Et cette donnée-là est encore plus élevée chez la génération Z. Même chose aussi pour le 48% des générations qui pensent que les générations qui les précèdent sont responsables directement des changements climatiques. On voit que cette grogne-là, encore une fois, est plus élevée chez les plus jeunes Canadiens et Canadiennes. Toutefois, il y a un peu d'espoir. Il y a 47% des jeunes répondants qui disent qu'ils ont confiance que leur génération a ce qu'il faut pour affronter les défis de leur époque. Mais quand on regarde l'inverse, c'est qu'il y a une autre moitié qu'eux, ils ne pensent pas que leur génération est outillée pour affronter les défis de leur époque. Donc, c'est quand même considérable, ces données ici. On se dit souvent que pour pallier à l'anxiété, une des bonnes solutions, c'est d'être dans l'action. Donc, les jeunes vont quand même incarner cette façon-là pour voir un peu plus d'espoir. Donc, dans leur action au quotidien, il y a 43% des jeunes qui estiment qu'ils diminuent, par exemple, leur nombre de voyagent en avion ou qui priorisent le tourisme local. Donc, pour une génération qui est vraiment avide de voyages et de découvertes, c'est quand même une statistique qui est assez élevée, là, qu'on voit que les jeunes ils se mobilisent à ce niveau-là. Ils vont faire des sacrifices sur le plan individuel pour le bien de la planète. Il y a aussi 36% qui disent qu'ils prennent d'importantes décisions de vie par considération environnementale. Donc, par décision de vie, on entend par exemple le nombre de personnes avec qui ils habitent, le lieu où ils habitent pour minimiser en fait leur empreinte écologique. Donc, c'est quand même considérable. Il y a aussi un autre tiers qui disent qu'ils réfléchissent à leurs moyens de transport en fonction de leur impact sur les changements climatiques. Donc, ici, on parle sûrement de transport actif, de transport en commun, mais c'est sûr que cette statistique-là est plus urbaine, là, parce qu'on s'entend qu'en région, il y a peut-être moins d'opportunités pour se prévaloir de ces mécanismes-là pour réduire leur empreinte environnementale. Donc, les jeunes, ils sont dans l'action, ils tentent de leur possible de l'incarner au quotidien, dans leur mode de vie, mais les défis sont tellement grands qu'ils rejettent vraiment la responsabilisation individuelle puis qu'ils s'attendent à une plus grande prise en charge de la part des institutions de ces enjeux-là. Ouais. Exactement. Si je peux juste faire une parenthèse sur les dernières données, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes, par exemple, qui vont voir que 36% qui prennent d'importantes décisions de vie par considération environnementale, ce n'est pas si élevé que ça, 36% d'une génération qui se dit éco-anxieuse, qui se dit très, très préoccupée par les changements climatiques. Mais c'est quand même un pourcentage, une proportion qui est véritablement élevée là, quand on regarde en termes de comportement. C'est une décision de vie. Donc, on pourrait que ce soit sur le nombre où on habite, par exemple, sur les décisions les plus importantes de notre vie. 36%, c'est énorme quand on sait, par exemple, qu'il y a 15-20% qui se disent toujours climato-sceptiques, par exemple. Ça ne veut pas dire que la proportion entre 36 et le 20%, donc les gens qui disent pas vraiment, moi je ne prends pas vraiment mes décisions de vie en fonction de ça, n'ont pas des comportements environnementaux, mais ça veut dire qu'il y a quand même un tronc de personnes qui appartiennent à la génération Z et aux milléniaux qui prennent véritablement des actions considérables liées au changement climatique, des actions considérables dans leur vie individuelle, pas seulement demander au gouvernement d'en faire plus, véritablement des actions concrètes, que ce soit sur Catherine l'expliquait bien, là, sur les moyens de transport, les voyages en avion, mais toutes les énoncés, on a évalué une vingtaine d'énoncés qui seront dans le rapport qu'on va vous envoyer à la mi-décembre, mais qui montrent essentiellement qu'il y a des comportements qui changent dans leur vie réelle. Ce n'est pas une génération qui est complètement abattue, qui ne veut pas de changement, qui se dit je veux dire, c'est fini, ça ne va pas bien collectivement, individuellement, je ne prends pas action. Non, il y a véritablement des actions qui sont prises. Troisième point, c'est sûr que ça revient, c'est lié encore une fois. On parle de la crise individuelle, crise collective, mais il y a aussi une crise personnelle dans ce qui est des problèmes d'anxiété, des problèmes de dépression, des moments d'anxiété. Et là, la statistique, nous, qu'on sonde depuis 5 ans, qui a augmenté un peu pendant la pandémie, mais il n'a pas augmenté tant que ça, mais je veux dire, il y a quand même, la statistique est quand même assez renversante, la proportion est tellement élevée que si ça monte plus que ça, là, on pourrait vraiment parler véritablement d'une crise de santé publique, même si c'est probablement déjà le cas. Si on demande aux jeunes de la génération Z et des milléniaux s'ils ont déjà vécu des moments d'anxiété ou une dépression, c'est 70% qui disent qu'ils ont déjà vécu un de ces éléments-là. C'est 26% par exemple, qui ont dit qu'ils ont déjà vécu une dépression importante. Ce qui est important de dire ici,
c'est que c'est pas une statistique c'est pas un médecin là, qui a diagnostiqué le mal, c'est une statistique on s'auto-définit. Donc, si un jeune dit, ben, moi, je pense que j'ai déjà vécu de l'anxiété, il va répondre oui, mais c'est pas diagnostiqué par un médecin. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Par contre, quand on regarde dans la littérature scientifique, c'est essentiellement la même tendance qui montre que depuis une dizaine d'années, l'anxiété, puis la dépression, puis tous les problèmes qui sont liés à la santé mentale ont tous augmenté, dans les dernières années, que ce soit la génération Z ou la génération des milléniaux. C'est sûr qu'il y a des différences sociodémographiques. Par exemple, on va voir que la génération Z est davantage touchée. C'est sûr que quand on est entre 18 et 26 ans, notre vie bouge beaucoup, il y a beaucoup d'incertitudes, on commence à payer une hypothèque, à avoir des responsabilités plus grandes. On fait parfois notre entrée sur le marché du travail, on est à l'université. C'est un peu plus compliqué la vie quand on a 18 à 26 ans. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus élevé. L'autre groupe, bien sûr, qui est davantage touché par l'anxiété, par la dépression, c'est les femmes. Il y a quand même des différences significatives. Et là, ça nous amène à la question de est-ce qu'il y a l'anxiété, elle est plus forte parce que les gens, ça se démocratise le mot, c'est moins tabou, on est moins gêné de le dire. Probablement, il y a aussi ça chez les femmes. J'ai l'impression que, et différentes études le prouvent, que les femmes sont plus ouvertes à dire qu'ils font de l'anxiété, c'est moins tabou. Chez les hommes, il y a quand même ce tabou-là qui reste. Et même chez les jeunes hommes qu'on dit qui sont plus ouverts d'en parler, mais il y a quand même ce tabou-là qui reste de dire, moi, j'ai fait de l'anxiété, moi, j'ai fait de la dépression. Donc voilà, le chiffre est assez élevé. Puis, si moindrement, aujourd'hui, vous êtes un gestionnaire d'entreprise, vous êtes quelqu'un qui fait affaire avec des jeunes, pour moi, s'il y a une statistique à retenir, c'est bien celle-là. Par exemple, qu'on regarde chez les travailleurs, sur les travailleurs femmes, les travailleurs de 20 à 29 ans, mais aussi les travailleurs de 30 ans et plus, de 30 à 39 ans, il y a une majorité d'entre eux qui disent qu'ils ont déjà fait de l'anxiété, qui ont déjà vécu des moments de dépression, une dépression. Ce qui nous fait dire, c'est probablement qu'aujourd'hui, l'exception, c'est probablement l'employé qui ne fait pas d'anxiété ou qui n'a pas eu de problème d'anxiété ou de dépression plutôt que l'inverse. Donc, si vous êtes un gestionnaire, c'est bien sûr à prendre en compte. On va en parler la semaine prochaine encore plus en détail sur l'emploi, mais c'est sûr que cette statistique-là, elle est centrale quand vous faites affaire avec des jeunes de la génération Z ou des milléniaux. Et si je peux me permettre, c'est sûr que des initiatives comme des PAE, par exemple, donc des programmes d'aide aux employés, sont vraiment bien vus par la jeune génération qui parle de santé mentale, qui en est consciente. C'est un peu moins tabou qu'avant, mais c'est pas une génération qui est dysfonctionnelle. C'est juste une génération qui est capable de nommer quand ça va pas, puis qui a besoin d'être outillée aussi. Donc, ce genre de programmes-là sont super appréciés chez les jeunes travailleurs et travailleuses. Exactement. Puis, si je peux rebondir, faire du pouce sur ce que Catherine dit, c'est pas une génération qui est complètement abattue, là. C'est pas une génération comme Catherine va dire, je vais reprendre ton expression, qui est dysfonctionnelle. Parce que quand on pose la question, est-ce que vous êtes heureux, par exemple, dans votre vie en général, quand même, autant de jeunes qui disent qu'ils sont heureux en général, qui ont vécu des moments d'anxiété. Est-ce que c'est les mêmes personnes? Probablement pas, mais quand même, il y a quand même un tronc. 2 jeunes sur 3 qui disent, moi, je suis généralement heureux dans ma vie. Puis il y a une majorité qui disent, moi, j'ai déjà fait de l'anxiété, j'ai déjà eu une dépression, mais je suis quand même heureux dans ma vie. Donc, ça montre essentiellement que, oui, ils ont déjà vécu de l'anxiété, quelques problèmes de santé mentale, mais quand même, quand on regarde dans leur état d'esprit, ce n'est pas un état d'esprit abattu, un peu amorphe, c'est pas une dysfonctionnel, pour encore une fois reprendre l'expression de Catherine. Mais bon, c'est sûr que la deuxième conséquence, je le disais un peu plus tôt dans la présentation, il y a quand même 60% qui disent davantage vivre dans le moment présent parce que l'avenir, autant économique, mais aussi leur santé mentale personnelle, c'est plus incertain. Donc, on a la volonté de vivre dans le moment présent. Et aussi, bien sûr, la volonté de ralentir son train de vie. On a évalué une série d'énoncés sur, par exemple, est-ce que vous voulez ralentir votre train de vie? Est-ce que vous voulez, panoplie d'énoncés sur leur état d'esprit? Et l'énoncé qui est le plus fort, qui est le plus partagé par le nombre, par des Z et des milléniaux, c'est son souhait de ralentir leur train de vie. Faire en sorte d'avoir un train de vie un peu moins rapide. Ça veut dire, oui, des impacts sur le travail, sur la façon, le nombre d'heures travaillées, mais aussi sur leur nombre d'activités, sur leur volonté, plus généralement, de ralentir leur vie en général. Donc là, on va parler du quatrième constat qui est particulièrement marquant à mon humble avis. Donc, c'est la méfiance envers les institutions. Donc, quand on demande aux jeunes s'ils font confiance aux institutions traditionnelles, le pourcentage de réponses positives est assez bas. Donc, sur le graphique que je vous partage, vous voyez que la bande rouge correspond à la génération Z, tandis que la bande bleue foncée correspond aux milléniaux. Et c'est le pourcentage des gens qui ont répondu que oui, ils faisaient confiance aux institutions suivantes. Donc,
la police est le plus haut score avec 60%, malgré des mouvements comme Black Lives Matter, malgré les cas de profilage racial. C'est quand même l'institution qui obtient le meilleur score. Ensuite, on va condescendant avec les banques, le système de justice, les entreprises publiques et gouvernementales qui sont des employeurs, mais dont les jeunes se méfient énormément. Les gouvernements également, le 36% des milléniaux qui font confiance au gouvernement, c'est très peu, considérant que c'est les gouvernements qui régissent notre société. Les médias traditionnels également, ça m'inquiète. Je ne sais pas, en fait, d'où les jeunes tirent leur information, s'il y a autant de méfiance aussi envers les médias traditionnels. Les gens du web, les religions, je comprends, les grandes entreprises, c'est quand même significatif aussi. Et en tout dernier, les partis politiques, à seulement 26% chez les générations Z et 22% chez les milléniaux, c'est extrêmement faible comme données. Ouais, ouais, Oui, si je peux vas-y. faire une parenthèse, quand même assez c'est fascinant cette diapositive-là parce qu'il y a la statistique de la méfiance qui est élevée, mais il y a aussi le fait que, par exemple, chez les milléniaux, donc plus on rentre dans notre vie, plus on vieillit en âge, de plus en plus on se méfie des institutions. Donc, il y a quand même cette tendance-là qui est derrière cette diapositive-là. Et c'est assez inquiétant, comme Catherine l'a dit. Et en comparaison là, à l'année dernière, la confiance envers les gouvernements, les partis politiques, le système de justice et les entreprises publiques et gouvernementales a diminué là, de façon significative en un an seulement. Donc, c'est quand même des statistiques qui sont alarmantes. Les francophones, toutefois, ont une plus grande confiance que les anglophones envers l'ensemble des institutions nommées, sauf les grandes entreprises et la religion. Tandis que la génération Z aussi, vous voyez visuellement là, que la génération Z témoigne de plus de confiance. Donc, comme Philippe le mentionnait, je ne sais pas si c'est parce que les milléniaux ont vieilli, sont devenus plus cyniques, ont vu des exemples concrets de corruption, par exemple, sont bien au fait du dysfonctionnement interne de certaines institutions traditionnelles. Mais la bonne nouvelle, c'est que la génération Z est encore assez ouverte d'esprit par rapport à ces institutions-là. Donc, ça serait peut-être le moment où, justement, essayer de rétablir le lien de confiance. Mais personnellement, ouais, moi, c'est des statistiques que je trouve inquiétantes, parce que c'est quand même ces institutions traditionnelles-là qui régissent la manière dont on fonctionne collectivement. Donc, je trouve que c'est des chiffres qui sont parlants. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent en sondage des jeunes? C'est que c'est ça, c'est des institutions qui sont lourdes, qui sont inefficaces, qui sont désuètes, qui représentent les plus vieilles générations, donc qui ne se sentent pas représentés au sein de ces institutions-là. Qui sont des institutions qui sont responsables des problèmes d'aujourd'hui, qui ne vont pas assez vite pour justement s'attaquer aux défis de leur époque et que finalement, le changement, il ne passe pas par ces institutions-là. Donc, euh, c'est des générations, en fait, nous, qu'est-ce qu'on voit comme piste de solution? C'est que c'est des générations qui demandent plus de transparence, qui demandent plus d'imputabilité de la part des institutions. Rétablir cette confiance-là n'est pas une mince affaire, mais je pense qu'agir en cohésion avec ses valeurs, admettre les erreurs, essayer d'éviter comme le greenwashing, par exemple, pour les entreprises, c'est une génération qui est avide d'honnêteté. C'est pas pour rien qu'il y a des nouveaux médias sociaux comme Be Real, par exemple. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un média qui demande aux gens de comme, prendre une photo au moment de qu'est-ce que les jeunes font. Donc, qui veut un peu, contrairement peut-être aux milieux qui étaient plus dans les réseaux sociaux, d'arrêter de dépeindre le monde de manière superficielle, d'arrêter de mettre en scène sa vie. Les jeunes, ils veulent vraiment voir des gens qui sont vrais. Ils veulent que les institutions soient vraies. Donc, bref, si autant les institutions publiques que les entreprises, par exemple, s'ils montrent aux jeunes qui sont en adéquation avec leurs valeurs et qu'ils l'incarnent dans leur quotidien, qu'ils l'incarnent dans leur discours public, ça peut vraiment être une piste de solution pour essayer de venir rétablir le lien de confiance entre les jeunes et les institutions. Donc, le cinquième constat, c'est celui qu'on essaie de vous donner de l'espoir, parce que je sais que qu'est-ce qu'on vous dit ce matin, c'est pas nécessairement rassurant. Donc, on se demande comment on peut incarner le changement. Donc, lorsqu'on demande aux jeunes, selon vous, c'est quelle est l'organisation la plus efficace pour améliorer la société? La première réponse, c'est les communautés de proximité. Donc, quand on parle de communautés de proximité, c'est soit des groupes de militants, par exemple, des associations étudiantes, des associations de quartier. Donc, c'est vraiment cette réponse-là qui est la plus populaire auprès de nos répondants. En deuxième place,
En deuxième place, pardon, il y a les gouvernements, que ce soit provinciaux ou le gouvernement fédéral. Ensuite, on arrive avec les villes et les municipalités à 11%. Les entreprises, c'est seulement 7%. Et les grandes institutions internationales, c'est 5%. Donc, quand on pense à la COP15 et la méfiance que ça amène par les groupes écologistes, par les jeunes, on voit que c'est pas étonnant que, selon eux, le changement passe pas nécessairement par une, par exemple. Donc, bref, comme je vous en parlais, dans le rapport aux institutions, on a vu que l'adhésion, par exemple, aux partis politiques était super basse, qu'il y avait vraiment une baisse aussi au niveau de la participation électorale, mais ça ne veut pas dire que c'est une génération qui n'est pas politisée. C'est juste qu'ils ne vont pas acheter leur carte de membre à un parti politique, par exemple, mais ils vont essayer de incarner le changement de manière plus locale. Donc, c'est pour ça aussi que les communautés de proximité sont aussi populaires. Et donc, souvent, on voit que les jeunes vont choisir une cause, ils vont s'impliquer au sein d'une cause précise. Peut-être qu'ils vont moins voir le changement de manière macro, mais ils sont un peu dans ce paradoxe-là où que les défis sont tellement grands, notamment sur le plan environnemental, que agir localement, agir par rapport à une cause précise, c'est une manière d'avoir l'impression de faire un changement puis d'avoir une influence, en fait, sur la société. Donc, c'est le constat qui nous anime. Quand on se demande justement avec les entreprises qui ont comme 7%, là, de comment ils peuvent incarner le changement auprès des jeunes, une piste de solution que j'aimerais explorer avec vous, c'est en fait de créer un espace où les jeunes travailleurs peuvent développer et incarner leur agentivité. Donc, par agentivité, je veux dire en fait un espace où les jeunes travailleurs sentent qu'ils ont une capacité d'action qui leur permet d'agir sur le monde et de se voir eux-mêmes comme des acteurs qui peuvent avoir une influence sur le monde à leur image, même si ce n'est pas une influence énorme, ils veulent, par exemple, sentir qu'au sein des pratiques internes de l'entreprise, ils sont consultés, ils sont écoutés, ils peuvent influencer la manière dont les entreprises régissent leurs employés, par exemple, ou même dans le cadre de leur responsabilité professionnelle, par exemple, dans le cadre de leur mandat, qu'il y a de la place pour apporter leur image, apporter leur couleur, apporter leur vision, puis leur compréhension du monde et que leur gestionnaire, par exemple, soit sensible face à leur vision de la société. Si ça, c'est pas possible, ça peut être aussi une option de prendre un pas de recul puis en fait se ramener à la mission de l'entreprise, par exemple, ou à la mission de l'organisation au sens large. Donc, par exemple, les G qui est une entreprise qui fait le pont entre l'opinion publique, les institutions, les gouvernements, de se ramener à ce sens-là démocratique. Ça peut donner un sens à notre emploi, ça peut donner un sens à, à notre place dans le monde, en fait, on peut penser qu'on peut avoir une plus grande influence sur le monde. Et ça, c'est rassurant, ça réduit l'anxiété, puis ça donne justement aux jeunes les moyens d'agir, puis et de sentir qu'il y a de l'espoir et qu'ils peuvent faire une différence. Tout à fait. Fait qu'au moins, on finit sur du positif. Bon, ce que Catherine dit, on pourrait le résumer aussi par un terme qui s'appelle l'hyperlocalisme. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est, comme elle disait, les communautés de proximité. La volonté de la petite échelle, ben, c'est extrêmement populaire pour les jeunes pour incarner le changement. Quand on pose la question, par exemple, c'est quoi votre identification? Comment vous vous identifiez comme citoyen? On voit, par exemple, qu'auparavant, ils s'identifiaient beaucoup plus à, bon, je viens du Québec, je viens du Canada, je viens de l'Amérique du Nord, je suis citoyen du monde. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a un changement assez drastique dans la façon dont on s'identifie. Par exemple, un jeune de la génération Z, des milléniaux, va beaucoup plus de chances de dire, ben moi, je suis montréalais, je suis du quartier X, Y ou Z, je viens de la région de Québec, je viens de la région du Saguenay, je suis quelqu'un de la Gaspésie, mais ça se vit un peu partout au Canada, puis un peu partout au Québec, cette manière-là de s'identifier de plus en plus proche de sa communauté. Donc, comme je le disais, l'hyperlocalisme, proche de sa localité, proche de la petite échelle. Ça se vit, ça s'incarne aussi par la valorisation des groupes d'intérêt. On a vu il y a quand même une tendance chez les jeunes qu'on évalue encore une fois de façon un peu comme phénomène, qui n'est pas un phénomène de société, mais on devrait l'analyser comme tel, ce que j'appelle, moi, un retour à la terre. Donc, changer son monde à petite échelle, que ce soit par des petits cafés, des coopérations, peu importe, mais cette volonté-là de dire, ben moi, le changement, parce que je ne suis pas capable de le voir par les institutions internationales, parce que je ne crois pas que les gouvernements sont en mesure véritablement d'imposer un changement que je crois nécessaire pour ma société, il y a ce retour-là de, ben moi, je vais l'incarner moi-même, le changement. Moi, je vais m'ouvrir quelque chose qui incarne mes valeurs, que ce soit quelque chose, une microbrasserie. On a toujours l'exemple de la microbrasserie à Baie-Saint-Paul, du jeune qui s'ouvre pour quelque chose qui était, ou je ne sais pas moi, un café, coop dans une petite localité au Québec, dans une petite municipalité, bien oui, c'est un phénomène de société. Des gens
des jeunes Z ou des jeunes de la génération des milléniaux qui disent, ben moi, je vais incarner le changement par moi-même à petite échelle. Ça s'incarne aussi dans tout ce qui est les communautés numériques. C'est assez fascinant ce qu'on vit comme changement. La plupart des changements sociaux, des changements politiques, des mouvements politiques s'incarnent aujourd'hui par du numérique. Par le fait qu'on va créer une communauté numérique pour imposer le changement, changer la société ou espérer la changer du moins. Et tout ce qui est communauté au travail, on voit que c'est extrêmement populaire, cette volonté-là, dans une grande entreprise, dans des grandes institutions, que ce soit publiques, soit privées aussi, de faire des petites communautés au travail pour créer ce sentiment d'appartenance, ce sentiment à l'intérieur même d'une entreprise, qu'il est possible de changer une entreprise de l'intérieur ou une institution de l'intérieur. Comme je vous le disais, là, puis la valorisation de la petite entreprise, le café du coin, la coopérative, l'entreprise sans but lucratif, la PME, c'est toutes des choses qui sont extrêmement valorisées chez les jeunes. C'est bien vu, ces choses-là. Ils sont encouragés comme consommateurs. Je peux reprendre l'exemple de Baie-Saint-Paul, qu'il y a un jeune de la génération Z, des milléniaux, va être extrêmement content d'aller à Baie-Saint-Paul ou dans une autre municipalité au Québec, d'aller dans la microbrasserie de son ami autrefois de Montréal ou de la ville de Québec qui habitait dans un centre urbain. Donc, il y a toute cette dynamique-là qui se passe et ça s'incarne par quoi? Ça s'incarne par cette volonté de changer leur société par des communautés, par la proximité, par le local. Et là, la question que vous devez vous poser, vous, comme entreprise, c'est comment se positionner pour incarner le changement à leurs yeux. Et c'est sûr que quand on se pose cette question-là, bien, vous avez une partie de la réponse, c'est par le changement à petite échelle, dans les petites communautés. C'est vraiment par cette appartenance plus communautaire que les gens ont l'impression de changer la société pour le mieux. Donc oui, le rapport sera disponible sur notre site web dans les prochaines semaines, donc environ à la mi-décembre. Vous allez recevoir une copie par courriel. D'ici ce temps-là, il va y avoir une présentation la semaine prochaine. Et je ne l'ai pas dit en début de webinaire, mais vous pouvez nous poser des questions si vous avez des questions par rapport à votre entreprise, par rapport à votre champ d'emploi. Vous pouvez poser des questions, pardonnez-moi, dans la section Q&A ou questions-réponses en français. Donc, on va prendre vos questions dans les 10-15 prochaines minutes. On va essayer d'y répondre le plus précisément possible. OK, donc il y a quelqu'un qui me demandait juste de rappeler là, de qui on parle quand on parle des jeunes. La génération Z, c'est de 15 à 26 ans et les milléniaux, c'est de 26 à 39 ans. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui demande si les pourcentages sont disponibles pour le Québec. Oui, on a ces données-là. Vous allez pouvoir le voir dans le rapport. Juste sur la différence entre Québec et reste, nous, notre Ouais, sondage, c'est d'un océan à l'autre, donc c'est OK. partout au Canada. Il y a quelques différences qui vont exister. Par exemple, Catherine disait qu'au Québec, il y a une plus grande méfiance envers les grandes entreprises et les religions. Bon, voici une différence entre le Québec et le reste du Canada, mais ce n'est pas souvent des différences qui sont générationnelles, qui s'inscrivent véritablement dans une façon différente de concevoir la société. Il y a quand même, autant chez les jeunes Canadiens que chez les jeunes Québécois, une vision assez semblable de l'avenir. Merci Philippe. Il y a quelqu'un qui nous demande aussi par rapport à la méfiance envers les médias traditionnels, est-ce qu'on a des explications? Toi, Philippe, qui est super impliqué justement dans les médias, est-ce qu'il y a des hypothèses sur pourquoi ce pourcentage-là est aussi bas? Ben, d'abord, ce n'est pas un phénomène, oui, il y a un phénomène générationnel là-dedans, mais ce n'est pas un phénomène que canadien ou québécois. Partout dans le monde, soit en France, aux États-Unis, il y a une méfiance qui s'est développée envers les médias traditionnels. Puis je pense que les 2 dernières années, il y a quelque chose qui a grandi, qui s'est concrétisé une certaine méfiance avec la pandémie. Il y a un tronc de plus en plus large de citoyens qui disent: oh, moi, les médias traditionnels, j'y crois pas véritablement. Ça augmente d'année en année, c'est assez inquiétant. Puis quand on regarde, par exemple, la façon dont les jeunes s'informent, ça passe de moins en moins par les médias traditionnels. Il n'y a plus beaucoup de jeunes, par exemple, qui sont abonnés à un journal au Québec, mais aussi ailleurs. Et donc, ça passe de plus en plus par des réseaux, des canaux d'information qui sont en dehors, souvent alternatifs, qui sont en dehors des médias traditionnels. Parfois, ils vont souvent consommer des médias traditionnels, mais par l'entremise des grandes plateformes GAFAM. Donc, on les connaît, Facebook, Instagram, ainsi de suite. Il y a quelqu'un aussi qui me demande si on a une diversité dans l'échantillon. Donc, est-ce qu'il y a une différence dans les réponses des Canadiens issus de l'immigration au niveau de l'anxiété, de l'avenir ou de l'action pour faire un changement? Donc, pour la diversité de l'échantillon, oui, là, il y a 23 de notre échantillon qui s'identifient comme des personnes racisées. Donc, la diversité est présente. Et normalement,
on voit là, la différence. Souvent, les phénomènes sont exacerbés chez... Mm. Ben, en fait, Philippe, je peux te laisser. Oui, bien, c'est un peu ce que Catherine disait, par exemple, sur la volonté de créer une entreprise. C'est beaucoup plus élevé chez je sais pas, chez les jeunes Canadiens issus de l'immigration, par exemple. Il y a ce genre de phénomène-là il y a certains comportements qui sont davantage vécus par les citoyens qui sont issus de l'immigration. Par contre, ce qu'on observe, c'est que lorsque ce sont des citoyens de deuxième génération, les comportements tendent à devenir essentiellement ceux je ne sais pas si c'est le bon mot, là, mais des natifs canadiens ou québécois. Il y a quelqu'un aussi qui me demande, ben, en fait, qui dit que dans le milieu du travail, on retrouve maintenant 4 générations. Donc, effectivement, là, c'est assez unique. Et elle se demande si la génération Z trouve sa place et dans quelle direction on doit se Mm. diriger. En fait, comment on peut considérer lui créer une place à cette génération-là. Exactement. Deux jeunes. Deux constats plutôt. D'abord, on va en parler beaucoup la semaine prochaine. Ça va être un de nos sujets la semaine prochaine qui est sur l'emploi. Deuxièmement, c'est vrai, hein, pour la première fois, on retourne sur le marché du travail 4 générations qui se côtoient, qui ont on vous l'a montré aujourd'hui, qui ont des visions différentes de l'avenir, de comment ils conçoivent le marché du travail, mais aussi de l'avenir en général. Et c'est sûr que les directions d'entreprise doivent commencer à prendre ça en compte. Établir des processus pour que ces différentes visions-là s'incarnent, se parlent en entreprise. Je pense que c'est essentiel pour n'importe quelle direction d'entreprise, n'importe quel gestionnaire qui voit que, je veux dire, il y a 4 générations, donc la génération du baby boom, la génération X, la génération des milléniaux et Z, donc qui ont des visions différentes, qui se côtoient, puis qui n'ont pas tout le temps les mêmes réflexes. Donc, c'est essentiel pour une entreprise de mettre en place, je ne sais pas si c'est des comités, je ne sais pas si de quelle façon que ça peut s'incarner. Chaque entreprise a ses propres mécaniques, mais c'est sûr qu'il faut faire en sorte que ces 4 générations-là se sentent écoutées. Par exemple, parenthèse, on va observer, par exemple, que la génération du baby boom se sent beaucoup délaissée sur le marché du travail. Elle sent qu'elle a une place de moins en moins importante au profit des jeunes générations. Mais ça, c'est un problème aussi pour les directions d'entreprise. Donc, ça va, oui, d'un côté, mais ça va aussi de l'autre. Des gens un peu plus vieux qui disent ben, j'ai encore ma place en entreprise, qui veulent continuer à contribuer. Et ça, c'est la responsabilité de l'entreprise de faire en sorte que toutes les voix soient entendues. Il y a quelqu'un aussi qui se demande par rapport à la méfiance envers les médias sociaux. Si on a des données ou c'est quoi la différence entre l'attitude de la génération Z, par exemple, et des milléniaux par Hmm. rapport aux médias sociaux? Mais je ferais une différence entre les médias sociaux et les médias traditionnels à ce sujet-là. Les médias sociaux ont quand même une méfiance qui est assez semblable aux médias traditionnels. La différence entre les deux, c'est que les jeunes de la génération Z et des milléniaux continuent à aller sur les médias sociaux et délaissent de plus en plus les médias traditionnels. Ce qui est pour moi une différence assez monumentale, assez fondamentale. Euh, Même s'il y a une méfiance envers les différents médias sociaux, ils continuent à les fréquenter, ils continuent quand même à voir les produits qui sont publicisés, par exemple, affichés, comparativement aux médias traditionnels qui sont vraiment délaissés par les jeunes générations. C'est sûr qu'il y a de méfiance. Les jeunes conçoivent que ce n'est pas toujours véridique, authentique, ce qu'on trouve souvent de la désinformation qu'on trouve sur les médias sociaux, mais il y a quand même une fréquentation qui demeure. Il y a pas un ils continuent à les fréquenter. Il n'y a pas de baisse de la fréquentation des médias sociaux, même s'il y a une méfiance qui s'exprime. Il y a quelqu'un aussi qui remarque, qui fait le parallèle, en fait, quand on disait que les jeunes se sentaient comme une génération sacrifiée, ça lui faisait penser, en fait, à la génération X qu'on avait nommée la génération sacrifiée, parce que pour cette génération-là, le marché de l'emploi était très difficile, mais nous, on se retrouve un peu dans une situation de pénurie de main-d'œuvre où le marché de l'emploi nous est quand même favorable. Pourtant, on demeure super inquiet face à l'avenir. Donc, ça nous indique, en fait, que le travail, ça ne règle pas tout. Donc, il se demandait en fait s'il y a d'autres facteurs tels que les valeurs ou les aspirations Hmm. qui peuvent expliquer un peu cette dichotomie. En termes de différence, parce il y a quand même quelques similitudes entre la génération. D'abord, entre les générations, souvent il y a des similitudes. On a tendance à tout dire que tout est différent en termes de génération. Il y a quand même des similitudes entre la génération X et les deux jeunes générations qui font leur entrée dans la vie en général présentement. Une des différences, moi, quand même fondamentale que j'observe, c'est que j'ai l'impression que la génération X avait ce cynisme-là vis-à-vis de l'avenir, mais n'était pas aussi revendicateur vis-à-vis de l'avenir de ce que les deux jeunes générations sont. Il y a partout, on le sent bien, tous les débats de société présentement qu'on vit, derrière ça, en filigrane des débats, il y a quand même des revendications qui sont portées par des jeunes
et d'autres revendications qui sont portées par d'autres générations. Ça crée ce qu'on appelle un choc de génération. Et aujourd'hui, les débats qu'on vit, que ce soit à l'interne, dans des entreprises, dans des façons de faire, mais aussi dans nos débats plus globaux en général plutôt, il y a en filigrane ce combat-là des générations. Et ce que j'observe, moi, c'est autant la génération Z, et particulièrement la génération Z, est encore plus revendicatrice que les autres générations. Ça reste à voir si en vieillissant, ça va changer, mais c'est juste l'avenir qui peut nous le dire. Mais quelqu'un d'autre qui nous demande si les facteurs qu'on a mentionnés par rapport à l'hyperlocalisme influencent le retour des jeunes en région, ou si c'est un phénomène qui est peut-être plus urbain, trendy, qu'on n'observe pas nécessairement à l'échelle du Canada. Non, ben, c'est un peu partout au Canada, là, dans tous les centres urbains. Je veux dire, il n'y a pas un mouvement massif des jeunes urbains vers les régions. Je pense qu'il faut faire attention quand on dit quelque chose du genre. Par contre, ce qu'on observe, c'est, ben, moi, ce que j'observe, et je le pointe comme, je le définis plutôt comme un mouvement de société, des jeunes qui disent, ben, moi, étant donné que en ville ou je suis en banlieue aussi, c'est un peu le même phénomène, je ne peux pas incarner le changement, mais j'observe que toutes sortes de problèmes dans ma société qui se disent, ben, moi, je vais l'incarner moi-même, le changement. Je vais un peu démissionner, la grande démission, de ma vie en général, de ce que je travaillais, par exemple, si je travaillais dans une grande entreprise, pour aller vers des réseaux plus locaux, de proximité, qui vont incarner le changement. Je pense qu'il faut, on lit souvent dans nos médias, ah, regardez, il y a un jeune qui a décidé de partir en Gaspésie, mais je pense qu'on l'analyse souvent de façon comme un phénomène isolé. Je pense qu'il faut le voir Mm. comme un phénomène politique et social de jeunes qui se disent, ben, regardez, moi, je veux incarner le changement, puis le changement, je pense qu'il se passe dans la proximité, dans les petits gestes. Et donc, je vais aller vers, par exemple, on peut prendre l'exemple que j'ai pris tantôt, là, vers la microbrasserie à Baie-Saint-Paul, par exemple. Donc, je vais peut-être prendre une dernière question là, pour clore notre webinaire. Donc, il y a quelqu'un qui nous demande comment incarner le changement. C'est vraiment de la musique aux oreilles, des coopératives, par exemple, mais que le message doit être actualisé et que ça revient en fait sur nos constats globaux, là, comment les entreprises peuvent incarner le changement notamment. Là, mais je ne sais Ouais. pas si tu veux donner On peut ton mot de la fin là-dessus. Ouais, deux choses. Il y a une dichotomie entre, nous, on l'a appelé une crise de l'avenir, on peut l'appeler un scepticisme envers l'avenir. Et cette façon-là que les jeunes ont trouvé de dire que moi, je peux lutter vis-à-vis de ce scepticisme-là par le changement de proximité. Ça se passe autant dans les villes, hein. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, au Québec, par exemple, les politiciens les plus populaires, ce sont les maires et les mairesses. Que c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent, ben moi, je vais faire la politique municipale parce que, encore une fois, c'est la proximité, c'est le petit, c'est la volonté, la nécessité de changer son monde à petite échelle. Euh, Puis je pense que les entreprises, s'ils avaient un message à retenir aujourd'hui, c'est que le changement, s'ils veulent être des acteurs de changement ou être considérés comme des acteurs de changement par les jeunes générations, ben, ils doivent un peu s'inspirer de ce que certaines coopératives vont faire, de certains groupes, de certaines communautés. Ce désir-là de faire partie d'un groupe, d'une communauté, je pense que c'est extrêmement fort. Puis si des entreprises sont en mesure de reprendre ce désir-là, je pense qu'il pourra avoir une perception qui va changer vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des entreprises qui se méfient présentement. Merci beaucoup, Philippe, pour tes réponses. Toujours pertinent. Merci à vous. Puis la semaine prochaine, il y a un dernier webinaire sur l'emploi, sur le travail. Donc, si vous êtes un gestionnaire, vous vous questionnez à savoir comment je peux retenir et attirer des jeunes dans mon entreprise, ben, on va vous apporter quelques solutions, quelques pistes de réponse à vos questionnements. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Merci tout le monde.